Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat. La Côte d'Ivoire fait l'unanimité ou presque. Le pays est aujourd'hui la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. De nombreux investissements stratégiques sont déployés. La situation sociopolitique assez stable participe de cette consolidation de la croissance économique. Mais comment cette croissance est-elle ressentie par les populations elles-mêmes? La question de la dette interroge et inquiète beaucoup d'observateurs. Tous ces grands chantiers sont financés par une dette à grand risque sur les générations à venir. Qu'en est-il vraiment? Des projets pour soutenir les jeunes entrepreneurs, les femmes, le secteur rural, mais ces investissements bénéficient-ils de la collectivité et permettent-ils vraiment d'impacter le PIB et le quotidien des citoyens à long terme? Autant de préoccupations que nous tenterons d'aborder avec nos experts du jour. Professeur Prao Yao Séraphin, économiste, merci d'être avec nous. C'est nous que vous remercions, monsieur Soumaoro. Avec vous ici en studio, monsieur Moké Semexan, consultant en développement, merci aussi d'être avec nous. Merci monsieur Soumaoro pour l'invitation et je voulais dire que c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau avec le professeur Prao. Alors, on parle de croissance économique, on parle de performance économique selon nombre d'experts, des autorités gouvernementales. Le cas de la Côte d'Ivoire est peut-être un exemple. Quels sont les facteurs de ce développement, de cette croissance? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette croissance sur ces 10-15 dernières années, professeur? Il faut dire que le pays quand même vient de loin. Nous avons connu une crise de 2002, on va dire même 2001 à 2010. Et donc en 2010, après les élections, vous savez que pendant les 10 années, il y a eu un désinvestissement parce que le pays étant coupé en deux. Le président Gbagbo ne pouvait pas avoir les ressources, je vais dire en quantité, pour pouvoir investir puissamment et renouveler le capital physique. Donc du coup, il y avait un retard qu'on a vraiment enregistré. Alors, quand le président Ouattara prend les rênes à partir de 2011, il a dit qu'il prenait le pays en lambeaux, le pays était en lambeaux, et donc il fallait aller très vite. Et c'est en cela que dans tous les secteurs, le président Ouattara a investi massivement. Alors, je voudrais vous dire que vous savez que nous, en économie, fondamentalement, il y a trois secteurs. Il y a le secteur primaire en Côte d'Ivoire qui représente à peu près 22% du PIB, le secteur secondaire 23%, et le secteur tertiaire qui représente à peu près 55%. Et dans tous ces secteurs, le président a vraiment travaillé. Il y a le PNIA, le plan national d'investissement dans le secteur agricole, il y a un soutien qui a été fait au secteur industriel, et donc du coup, il y a eu une certaine transformation, n'est-ce pas, de l'économie, à tel enseigne qu'aujourd'hui, notre pays, le secteur tertiaire a contribué à hauteur de 60% au PIB de notre pays, et puis 20% pour le secteur primaire et le secteur tertiaire. Et à côté de là, il faut noter aussi que le président a massivement mobilisé ce qu'on appelle l'investissement public. Et c'est que nous, l'investissement public, c'est quoi? Ce sont les écoles, les hôpitaux, les ponts, les routes. N'oubliez pas que 90% du réseau routier ivoirien de 82 000 km était déjà en lambeaux. Il dit 90%. Et donc, il fallait réinvestir pour réhabiliter. Et il fallait aussi construire de nouvelles routes. Et donc, vous voyez, quand vous prenez une économie, c'est ce que Keynes nous a appris, il dit, lorsqu'une économie est déprimée, il suffit simplement que l'État joue un rôle, comme il a joué, ce qu'on appelle la politique du New Deal, c'est-à-dire l'État prend la place du secteur privé en investissement massivement, et ça donne le résultat que nous avons. Depuis que le président Ouattara est là, nous avons un taux de croissance moyen de 8%. Et cette année, en 2022, l'année dernière, pardon, le taux de croissance a été poussé par la consommation privée des Ivoiriens, bien entendu aidé par l'augmentation du coup de pouce qu'il a donné aux fonctionnaires que nous sommes. Et puis aussi, il a continué aussi, pour ne pas dire continuer, toujours dans la mobilisation des investissements publics, surtout, financés par l'endettement, on va en venir, mais il y a un effort quand même de financement soutenu depuis 2011 que M. Ouattara est au pouvoir. Alors, M. Moké, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et pour vous, quels sont les facteurs clés, en tout cas, qui ont boosté ce développement? Est-ce uniquement ces infrastructures ou aussi, on va dire, il y a ce volet de stabilité, en tout cas la stabilité politique qui a permis à ce pays d'amorcer cette croissance? Moi, je partage entièrement son avis. Donc, les différents facteurs qu'il a expliqués, mais la grande innovation sur ces 10 ans, d'abord, le pays est stable. Ça, c'est le premier élément à prendre en compte. La paix a véritablement favorisé la relance de l'activité économique, mais on a aussi l'émergence d'une classe moyenne, cette fameuse floating class, qui soutient justement la consommation intérieure au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir, comme il a expliqué, que le secteur tertiaire aujourd'hui, c'est 60% de notre économie. Ça veut dire que les investissements qui ont été faits, qui ont stimulé justement cette consommation-là, ont été véritablement bénéfiques.
Et aujourd'hui, le secteur tertiaire prend le pas aujourd'hui sur le secteur primaire. On disait dans le temps que la Côte d'Ivoire vivait du café, du cacao, ce fameux binôme des cultures de rente. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Et puis, parlons de ce fameux réseau routier, sinon des infrastructures. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, elle se détient 50% du réseau routier de l'UEMOA. Donc, c'est dire qu'on avait un retard à rattraper et aujourd'hui, ce retard-là est rattrapé, même si, dans les faits, on aimerait que ce ne soit pas seulement Abidjan qui soit véritablement plébiscité par le développement, puisque nous avons 80% de l'activité économique qui se retrouve seulement dans la zone d'Abidjan avec 21% de population. Il faudrait donc que ce développement-là soit partagé, soit plus harmonieux sur l'ensemble du territoire et je pense que nous y reviendrons tout à l'heure. Alors nous y reviendrons, mais déjà il y a une question un peu qui me revient parce que lors de la préparation de cette émission, on a fait un peu quelques recherches sur ces investissements au niveau de ces infrastructures. Pour certains observateurs, c'est vrai qu'il faut investir massivement, mais pas que dans les infrastructures parce que pour eux, ces infrastructures ne sont pas, comme on va dire, rentables directement. Il faille beaucoup plus investir sur les industries, les usines qui vont faire rentrer des ressources qui vont financer ces infrastructures. Est-ce que vous savez, non, je ne partage pas ce point de vue. Vous savez, dans ce pays, il va falloir qu'on réfléchisse au développement et non parfois politique. Vous savez, Dieu seul sait, parfois je suis très critique vis-à-vis du président Ouattara. Mais économiste que je suis, l'intellectuel que je suis, par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de reconnaître, surtout pas moi en tant qu'économiste. Nous disons, nous en économie, que la route précède le développement. Il y a un économiste qui s'appelle Robert Barreau. Robert Barreau, dans un article, pour ne pas dire un livre devenu désormais séminal en 1990, a démontré à travers des études sur plusieurs pays, les pays en développement et les pays développés, que les investissements dans les infrastructures structurantes, c'est-à-dire que les écoles, les universités, les routes, les ponts, dynamisent la croissance à long terme. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le développement. Le développement, c'est une histoire de longue haleine. Le développement, ce n'est pas investir seulement que dans la consommation, non. C'est investir dans la production. Mais comment faire? Si nous voulons stimuler l'investissement et l'industrialisation, M. Soumaoro, si je vous dis, vous, de venir vous installer chez moi à Kounoufaou ou à Bondoukou et qu'il n'y a ni eau courante, ni l'électricité, ni les infrastructures de base, vous n'allez pas y aller. Donc, dans un premier temps, moi, je sais dans quel état se trouvaient nos routes en Côte d'Ivoire. Moi, je suis de l'Est de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire, quand je prenais la voiture pour aller d'Abengourou à Imbilokro, 60 km, nous faisions 3 heures du temps. Monsieur Moké, 3 heures du temps. C'est énorme. 3 heures du temps. Et me dire que non, c'est vrai que le président Ouattara ne doit pas seulement qu'investir effectivement dans le capital physique, puisque le capital physique, par définition, ce n'est pas consommable. Ce sont des biens durables. C'est vrai, les Ivoiriens se plaignent, ça c'est vrai. Je pense plutôt, comme m'a dit mon frère, M. Moké, il faut que le développement des infrastructures se fasse de façon uniforme dans notre pays. Il ne faudrait pas que le développement des infrastructures se déroule seulement à Abidjan et banlieue, c'est ce qu'on appelle le Grand Abidjan. Non, il faut qu'à Bondoukou, chez moi, il faut qu'à Bengourou, il faut qu'à Korogo, il faut qu'à Man, il faut qu'à Péké-Ka, il faut que dans toutes les régions les plus reculées de la Côte d'Ivoire, ce soit des secteurs qui sont désenclavés. Mais dire que l'investissement dans les infrastructures n'est pas une bonne chose, franchement, je suis désolé, c'est une bonne chose. Sauf qu'il n'y a pas que investir dans les infrastructures. Il y a d'autres secteurs sur lesquels le président doit insister, comme donner un coup de pouce au secteur industriel en faisant des réformes, moderniser l'agriculture, on va y revenir, aussi investir puissamment aussi dans la recherche et le développement. Tout à l'heure, je suivais une émission avant nous et ils ont insisté sur le fait que le capital technologique doit être mis en avant dans notre pays. Donc voilà autant de secteurs que le président doit faire, mais nous devons reconnaître qu'il y a un effort qui est fait de façon qualitative au niveau des investissements dans les infrastructures dans notre pays. Donc je retiens aussi qu'il faut vraiment miser sur la déconcentration. Vous parliez tout à l'heure que toutes les activités, en tout cas la majorité des activités est concentrée sur le Grand Abidjan. Il va falloir déconcentrer. Mais est-ce que vous pensez que tel qu'on regarde l'évolution de cette politique, on va arriver vers cette déconcentration parce qu'on voit que finalement on est en train de constituer des zones industrielles encore tout autour d'Abidjan et non dans ces grandes villes pôles un peu plus loin. De toutes les façons, la déconcentration s'impose. Voilà, cette politique de décentralisation, il faut la mener jusqu'au bout. Parce que figurez-vous que les ponts, les routes, ce sont des dévoreurs d'espace. Et Abidjan commence à manquer cruellement d'espace. Aujourd'hui, cette spéculation qui est faite sur le marché immobilier est justement liée à cette trop grande concentration de population au niveau d'Abidjan. Alors,
il y va même de la survie de notre économie. Si on veut que la Côte d'Ivoire continue justement à aller dans ces bons stades, je pense qu'il est intéressant pour le gouvernement de commencer à prendre urgemment des mesures pour que nous puissions assister véritablement à l'effectivité de cette déconcentration économique. Surtout qu'il y a une capitale, qui est la capitale politique, Yamoussoukro. Il est temps d'aller vers Yamoussoukro justement pour permettre aux villes, aux alentours, de pouvoir profiter justement de l'embellie économique. Et les Ivoiriens commencent à le dire de plus en plus. Voilà, les Ivoiriens ont hâte justement de pouvoir y aller, d'autant plus que le professeur a rappelé tout à l'heure, il y a de bonnes routes, il faut en profiter. Abidjan Yamoussoukro aujourd'hui se fait pratiquement 1 heure, 2 heures à tout casser. Donc s'il y a des routes, il faut évidemment aller et puis ça permettra à chacun de pouvoir respirer les frais de nos campagnes. C'est ça. Respirer les frais, alors c'est aussi un impact, mais je voulais dire, les Ivoiriens, c'est vrai qu'on parle beaucoup de croissance, de belles performances au niveau macroéconomique, on va le dire, mais les Ivoiriens peinent encore à ressentir cette croissance dans leur panier quotidien. On a vu qu'en fin d'année, le président de la République, en tout cas le gouvernement, a fait quelques faveurs, des augmentations de salaire, des privilèges, des avantages ici et là, mais encore, on continue de crier, comme on l'a vu récemment, les cas des data et autres. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Pourquoi les Ivoiriens ne ressentent pas encore cette croissance dans leur Vous savez, le problème fondamental, il n'y a pas seulement que la Côte d'Ivoire. Hein. C'est l'apanage, on va dire, comme ça, des pays en développement. C'est quand même bizarre. En Europe, lorsqu'il y a la croissance, les dividendes sont partagés. Et chacun ressent un peu cette richesse-là. Mais en Afrique, en général, c'est ce que nous constatons, malheureusement. Dans notre pays, depuis 10 ans, vous l'avez dit, hein, le président Ouattara se vante, et ça son actif quand même, hein, d'avoir un taux de croissance de 8%. Donc on devrait voir quand même d'Ivoiriens riches, même si le PIB par habitant se situe aujourd'hui entre $2200 par habitant. Anciennement, c'était 1600. Donc, mathématiquement, on va dire, bon, les Ivoiriens s'est enrichi. Mais dans la vie de tous les jours, on ne ressent pas. On ne ressent pas parce que l'Ivoirien peine à se nourrir 3 fois par jour, comme il est indiqué d'ordinaire. Pourquoi? Parce que, premièrement, la croissance du président Ouattara n'est pas créatrice d'emplois. N'est pas créatrice d'emplois parce que, vous savez, le secteur BTP, le secteur tertiaire dont nous parlons, parce que la croissance est tirée par ce secteur, c'est un secteur qui n'est pas trop créateur en emploi. Voyez-vous, vous seul, vous êtes ingénieur en informatique, vous pouvez représenter 10 entreprises à la fois. 10 entreprises. Donc ça fait que bon, c'est un secteur qui n'est pas très créateur, n'est-ce pas, en emploi. Deuxièmement, la croissance n'est pas inclusive. Elle n'est pas inclusive parce qu'aujourd'hui encore, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Mme Kabaniele qui le dit, hein, ministre du Plan et du Développement. Elle dit qu'aujourd'hui encore, il y a 40% des Ivoiriens qui sont pauvres, qui vivent avec moins d'$1 par jour. C'est quand même énorme. Et donc du coup, vous voyez le taux de pauvreté. À cela, il faut ajouter que c'est l'ONU qui le dit, hein, que 10% les plus riches en Côte d'Ivoire se partagent 90% de la richesse. Donc, lorsque vous êtes dans un pays où il y a des inégalités criardes, voyez-vous, et il y a encore le taux de pauvreté qui s'ajoute, ne confondez pas les inégalités et la pauvreté. Quand les deux se conjuguent, vous voyez bien que ça crée des soucis. Et à cela, vous l'avez dit vous-même, hein, il y a les inégalités aussi entre les régions. Nous avons vu que dans notre pays, la richesse se trouve dans les villes et 57% des villages sont pauvres. Et même en Abidjan encore, quand vous prenez les femmes et les hommes encore, il y a des inégalités. Donc vous voyez que, et à cela encore, il faut ajouter le fait que c'est tout récemment que le président Ouattara a augmenté le salaire des fonctionnaires. Alors que logiquement, chaque année, en fonction du taux d'inflation qu'on constate dans un pays, on appelle ça indexé. On indexe le salaire horaire des fonctionnaires. Cela n'a pas été fait depuis des années. C'est cette correction que M. Ouattara a fait. Même là encore, nous les fonctionnaires, ça va encore, mais dans le privé. Quand M. Ouattara dit que le SMIC passe à 75 000 francs, de 60 000 à 75 000 francs, M. Moké le sait. Et ce sont ceux qui sont déclarés. C'est quand vous êtes déclaré qu'on vous applique le SMIC. Or, pour ce que je sais, il y a de cela 5 ans, le patron de la CNP disait que seulement 8%, il dit bien 8% des employeurs déclaraient leurs employés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dites que le salaire passe de 60 000 francs même à 200 000, ça c'est sur papier. Mais dans la réalité, hier, pas plus tard que hier, le syndicat qu'on appelle Humanisme, lorsqu'ils ont été reçus le 1er mai par le Premier ministre, ils ont dit, mais vous avez dit, Monsieur le Président, que le SMIC est passé de 60 à 75 000 francs. Mais nous qui travaillons, dans la réalité, dans les faits, nous ne constatons rien. On ne nous a pas augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a encore dans notre pays des employés qui se jouent, les employés veulent et qui ne veulent pas respecter la loi. Il va falloir que de ce point de vue, le président Ouattara fasse la chasse
et qu'on respecte effectivement les textes dans notre pays. Parce qu'une fois qu'ils seront déclarés, c'est alors qu'on pourra leur imposer le SMIC. Et une fois que nos frères ils vont se voir appliquer le SMIC, on verra bien qu'ils pourront avoir de façon substantielle un pouvoir d'achat. Alors en plus de cela, il y a une autre facette aussi, on voit au niveau de la consommation même, on voit le prix des logements grimper, il y a peut-être une pression, une certaine spéculation, mais même les denrées alimentaires et autres, il y a cette spéculation-là, ce qui fait que les Ivoiriens, déjà que les revenus sont assez modestes et la consommation, les prix à la consommation grimpent. Comment est-ce qu'on peut arriver à juguler? Comment vous expliquez cette situation? Moi, ma position sur cette question, c'est que le gouvernement ne fait pas suffisamment. C'est ça. Ou bien ne fait que le strict minimum. Parce que vous prenez par exemple les transferts d'argent, les fameux transferts d'argent. À l'époque, pour 5 000 francs, il fallait payer 300 francs, je crois, de frais, des taxes. Depuis l'arrivée d'un autre opérateur, on s'est rendu compte que c'était à peine 1%. Et aujourd'hui, les entreprises continuent à faire des bénéfices. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à l'époque, le gouvernement n'ait pas pu déceler que les bénéfices ou les dividendes de ces entreprises-là étaient au-dessus de la norme? Voici des facteurs aujourd'hui qui rendent notre vie extrêmement chère. Vous avez un secteur comme le tourisme. Aujourd'hui, l'Ivoirien lambda ne peut même pas aller à Assini. Assini est réservé à une élite. Mais le secteur est cher, mais les éléments même qui doivent permettre justement de pouvoir mesurer cette cherté-là, nous qui voyageons quelquefois, nous n'avons pas quand même le sentiment qu'il y a toutes les commodités qu'il faut pour qu'on ait ces prix aussi exorbitants. Je laisse de côté l'immobilier dont vous avez parlé tout à l'heure, où chacun fixe les coûts en fonction de son humeur. Mais voici un autre phénomène qui arrive et sur lequel il faudrait peut-être attirer l'attention, c'est celui des taxis, des entreprises de gestion des taxis. Les VTC. Voici des VTC qui sont aujourd'hui en train de faire déjà des dégâts au niveau des Ivoiriens. L'État pour l'instant n'en parle pas, ou du moins on n'est pas encore allé prendre des mesures. Et lorsque la bulle va exploser, l'État va revenir. La vie est chère parce que l'État, je considère pour l'instant, ne protège pas suffisamment les Ivoiriens sur des questions aussi sensibles. C'est la raison pour laquelle justement je salue l'initiative de tous ces Ivoiriens qui, lorsque on atteint un niveau où la cherté n'est plus tenable, n'est plus supportable, ils osent dénoncer justement, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme des actions en justice, comme M. Jean Bonnet est en train de faire dernièrement. Voici ce que nous pouvons faire. Mais l'État doit protéger les consommateurs parce que derrière, il y a des entreprises véritablement qui jouent sur ces bons chiffres, sur l'embellie économique pour pouvoir faire de la spéculation. Et je trouve que les choses sont exorbitantes pour de mauvaises raisons. Alors donc il y a un rôle de régulation que l'État en tout cas doit accentuer, mais on a vu aussi tous ces grands investissements qui viennent sont majoritairement adossés à la dette. On voit que le pays va puiser quand même des sous, des fonds au niveau international pour venir faire tous ces travaux. On a vu le cas du Ghana, on a salué les performances du Ghana et puis subitement on nous dit le Ghana est en défaut de paiement, une tension financière et autres. Le cas de la Côte d'Ivoire, la dette de la Côte d'Ivoire, sujet un peu sensible, mais comment est-ce que vous appréciez cet état de fait? On nous dit la dette est maîtrisée, mais quand on regarde, on a de quoi s'inquiéter. Effectivement, il va falloir faire attention parce que, comme vous l'avez dit vous-même, lorsque vous avez un exemple à côté de vous, il faut quand même pas faire semblant de ne pas voir. Le Ghana, vous savez, en 2008, moi ça me fait un peu rire, en août 2008, $1 était égal à 1 cedi. $1 cedi. En 2008. L'économie ghanéenne était encore à son zénith. Au firmament de son état. Mais le Ghana s'est cru être un pays développé déjà. Et le Ghana a commencé à vivre au-dessus de ses moyens. Le déficit budgétaire, le Ghana l'a laissé filer d'année en année. Je dis bien d'année en année. Le Ghana se permet de faire les augmentations des fonctionnaires sans même faire des études au préalable pour voir est-ce qu'il y a une augmentation de la productivité du travail. Parce que logiquement, nous en économie, on augmente le salaire lorsqu'il y a une augmentation de la productivité. Si vous augmentez le salaire et qu'à côté, il n'y a pas d'augmentation de la productivité du travail, c'est l'argent factice que vous avez et cela crée des distorsions au niveau de l'économie. Donc le Ghana, pour ainsi dire, le Ghana a commencé parce que comme ils ont découvert le pétrole aux alentours de 2005, ils sont dit nous sommes un pays pétrolier. Alors, ils ont fait les projections. Si on met effectivement les puits de pétrole, on commence par les exploiter, nous allons avoir telle somme. Et ils ont commencé à endetter. Imaginez-vous, en 2007, ils ont levé 750 millions de dollars. En 2013, ils ont levé $1 milliard sur les marchés financiers. Et figurez-vous,
en libellé en dollars. Alors que vous êtes sous un régime d'échange flexible. Quand vous êtes sous un régime d'échange flexible et que la monnaie, effectivement, se déprécie, vous devez mobiliser 2 ou 3 fois, bien, parfois 5 fois plus que ce que vous devrez faire pour pouvoir payer votre endettement. C'est ce qui arrive au Ghana. Le Ghana a vécu au-dessus de ses moyens. Je vous dis, le taux d'endettement, comme il a dit, représente aujourd'hui, en 2022, 105% du PIB. C'est trop. C'est-à-dire, la dette dépasse de loin le PIB du Ghana. Comment vous pouvez comprendre ça? Même aujourd'hui, le FMI, dans ses projections, les meilleures projections, table sur, pour 2023, un taux d'endettement de 99%. C'est énorme pour un pays comme le Ghana. Et figurez-vous bien, là où ça fait rire, c'est que le paiement des intérêts représentait 40% du budget du Ghana. Quand vous prenez 40% de votre budget pour payer, on va dire en guillemets comme les intérêts, je veux dire de votre dette, il vous reste 60% pour le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Vous pouvez investir quoi? Rien. Du coup, comme c'est un pays qui est très importateur, vous savez bien qu'ils importent même le riz thaïlandais, alors que les Ghanais se plaignent, ils ont des bas-fonds. Comme nous, en Côte d'Ivoire, soit dit en passant, nous avons plus de 25 bassins rizicoles. Nous, on fait un effort de ce côté-ci. Mais le Ghana, non, ils ne font pas d'effort. Ils préfèrent aller vers le secteur minier, le secteur pétrolier et après importer. Même le piment, même les aubergines, ils les importent depuis la Côte d'Ivoire, depuis Imbi-le-Kourou, même aussi même le manioc. Donc voilà un pays, du coup, cela a joué une tension énorme sur le compte courant. À telle enseigne que le Ghana ne pouvait plus effectivement tenir. Ils ont fait appel au FMI. Le FMI aussi a posé ses conditions. Et donc là, un pays qui était vanté en termes de démocratie, en termes de modèle économique, qui tombe de la sorte, je pense que la Côte d'Ivoire doit faire attention. Parce que nous, en 2021, fin 2021, nous étions à peu près à 21 000 milliards de francs CFA comme stock d'endettement. Alors que M. Soumaoro, en 2012, en juillet 2012 exactement, lorsque la France et les pays occidentaux nous ont fait plaisir, puisque c'est leur ami qui est M. Ouattara, au pouvoir, ils nous ont permis d'atteindre ce qu'on appelle le point d'achèvement de l'initiative PPTE, où de 6 400 milliards de francs CFA, nous sommes tombés à 2000. Et le taux d'endettement, il n'était qu'à 24,55%. 24. Mais voilà un pays qui est devenu très fréquentable, la signature était bonne. M. Ouattara trouve là l'occasion de réendetter notre pays. De 2000, nous sommes passés aujourd'hui à peu près, on va dire même 22 000 milliards de stocks d'endettement. C'est trop. Et quand on parle, on nous dit non, mais M. Prao, vous dites quoi? La norme communautaire, c'est 70%. Aujourd'hui, nous sommes à 57%. Donc où est ton problème? Mais mon problème, M. Soumaoro, c'est que vous comptez sur quoi? Vous êtes une économie dont les bases ne sont pas diversifiées. Vous comptez encore en 2023 sur votre binôme café-cacao. Le cacao représente combien? 15% du PIB de la Côte d'Ivoire, 40% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire, fait vivre entre 5 millions et 6 millions d'habitants. Sur le cacao, en 2017, paix à son âme, le ministre Amadou Gon, il a dit que quand les prix du cacao et du café ont baissé de 35%, il a dit automatiquement qu'il y avait un manque à gagner dans notre budget de 400 milliards de francs CFA. Quand vous avez une économie aussi fragile, il faut faire attention. Comme on disait les joueurs. Cette économie n'est pas aussi fragile que ça, M. Moké, quand même. L'économie de la Côte d'Ivoire, quand on voit un peu les ressorts, on a parlé tout à l'heure des infrastructures, on a parlé du secteur tertiaire, ça c'est le volet économique. On a quand même des ressorts, je suppose. Non, au niveau de ce qui a été fait comme investissement, je pense qu'on tient le choc. Et aujourd'hui, l'exemple du Ghana est là, à côté, pour montrer que la Côte d'Ivoire a su justement résister. Oui. Voilà, donc il ne faut pas être plus alarmiste que ça. Mais moi, je voulais dire sur l'exemple du Ghana qu'ils ont profité aussi de la situation de crise en Côte d'Ivoire. Parce qu'il fut un temps où le Ghana exportait plus de cacao. C'est-à-dire que le cacao ivoirien transitait justement par le Ghana via des routes un peu détournées. Donc je pense que la situation de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a donné, et c'est normal, aux voisins ghanéens beaucoup plus d'élan. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se réveille et c'est normal que le Ghana quelque part soit un peu éténué. Bon, 3 milliards de dollars, dit-on, que le FMI va accorder au Ghana. On espère qu'ils pourront tirer bon profit pour pouvoir justement revenir. Parce que quand vous regardez les deux pays, au classement, au niveau des pays les plus développés d'Afrique, la Côte d'Ivoire est soit 10e, le Ghana 9e, et chaque année, parce qu'on a presque la même typologie au niveau économique. Voici pourquoi je suis d'accord avec le professeur, quand il attire l'attention justement de nos gouvernants, ce sont eux qui prennent les dettes, ce sont eux qui savent les conditions dans lesquelles ils les prennent. Nous prenons les chiffres,
on applaudit quand il y a l'embellie, mais attention, parce que le revers de la médaille, c'est que la cherté de la vie n'est pas un bon indicateur pour nous dire que justement la dette est suffisamment maîtrisée. C'est pas parce qu'il faut aller à 70% qu'on est obligé de l'atteindre. Il faut qu'on restructure notre économie, donc il faut une restructuration profonde de l'économie, justement pour qu'on passe de cette situation d'endettement, presque de surendettement, à une situation où nous allons aller véritablement sur nos ressources propres. Et pour ça, il faut justement restructurer l'économie et puis permettre à une consommation intérieure, stimuler justement la consommation intérieure, comme a réussi à faire Dubaï, voilà, qui était à un certain niveau dans les années 70. Alors, on arrive quasiment au thème de cette émission, mais il y a une question qui me revient. C'est vrai qu'il y a encore une panoplie de questions, mais il y en a une. Vous avez parlé des 3 milliards de dollars que le FMI octroie au Ghana. Si je ne m'abuse, la Côte d'Ivoire a obtenu aussi un financement de 3,5 milliards de dollars récemment. C'est ça. Comment vous accueillez cette décision très rapidement? Bon, c'est ce que nous sommes en train de vous dire, que ça montre bien que nous avons un problème de financement. C'est clair. Même pas plus tard que il y a 2 semaines, la Côte d'Ivoire a mobilisé encore également 65 milliards au niveau du marché ouest africain. Cela dénote vraiment qu'il y a une tension de trésorerie, et il faut le dire, parce que quand vous arrivez à financer de façon endogène vos économies, vous n'allez pas vous endetter. On s'endette lorsque les besoins dépassent effectivement le potentiel, n'est-ce pas, d'épargne. C'est pourquoi moi je tire la sonnette d'alarme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour aller dans le sens de M. Moké, aujourd'hui 62%, n'est-ce pas, de la dette de la Côte d'Ivoire est libellée en dollars. Enfin, la dette en devise est libellée en euros. 12% libellée en monnaie locale. Et puis le reste en dollars. Donc du coup, franchement, bon, quand on prend les 62 plus les 12%, vous voyez, on maîtrise quasiment ce qu'on appelle le risque d'échange. Le risque d'échange, quand on s'endette en euros, on n'a pas de souci, puisque nous sommes en régime d'échange fixe avec la zone euro. En nous rasant chaque matin, un euro égale à 657,957 offres. Ce n'est pas le cas pour le dollar. Donc le président a compris, il a réduit effectivement son endettement en devise, en dollars. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ce que nous disons, c'est qu'il n'a pas fait attention. Le FMI a dit, il y a de cela 3 ans, que le ratio, les fameux 70% que nous avons, ça va vous étonner. Aucun économiste n'a fait une étude pour dire que le taux d'endettement optimal est de 70%. Aucun économiste. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le traité de Maastricht de 1992 de l'Europe, eux chez eux c'est 60%. Et nous, bêtement, il est bien bêtement, nous avons ajouté 10% et on a pris. Vous voyez, donc du coup ça me pose un problème. Quand on s'arrête et qu'on dit, moi je veux bien un débat mais arrêté, où un ministre vient et puis nous venons discuter sur ce cas-là. S'il y a eu une seule étude qui ait démontré ça, comme moi cette étude, aucune étude. Et l'étude que moi je respecte, ce sont les 49% du FMI. Le FMI dit, pour les petites économies comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Mozambique et autres, quand vous dépassez 50%, vous devez vous inquiéter. C'est pourquoi ils sont venus très récemment pour essayer d'aider un peu notre président. Merci en tout cas, professeur Prao Yao Séraphin. Je rappelle que vous êtes économiste. On est toujours heureux de vous recevoir sur notre plateau. Et je pense que cette histoire ou cette question, en tout cas de flux entre les monnaies, mieux faire comprendre cela à nos populations, aussi à nos décideurs, sera l'objet d'une prochaine émission. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci monsieur Moké Saint-Mexan. Je rappelle que vous êtes consultant en développement. Mesdames et messieurs, nous parlions aujourd'hui des perspectives de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et agréable suite au programme sur nos antennes.